Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Avec des sujets sensibles, touchants, sérieux ou cocasses, explorez avec elles et leurs invités passionnants des thèmes riches et diversifiés dans une ambiance chaleureuse où l'ouverture d'esprit et le plaisir sont au rendez-vous. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bonjour, bienvenue à notre 31e épisode de notre balado Des femmes comme vous. Alors, bonjour Vicky. Salut Carole. Ça va bien? Très, très bien. Oui, surtout avec le beau temps qui persiste depuis quelques jours. Le printemps, les lilas aujourd'hui qui fleurissent. Oui, c'est ça. Ça sent bon. Oui, ça. tout à fait. Oui. Alors, on est dans le ton du printemps. Bien, aujourd'hui, nous abordons un phénomène qui est en pleine expansion, les retraités qui décident, qui choisissent de retourner sur le marché du travail, et j'en suis. Alors, la retraite a longtemps été perçue comme la fin de la vie professionnelle, un moment de repos et de détente. On a juste à penser aux anciennes publicités pour les plus vieux qui parlaient de la liberté 55, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est différent pour plusieurs raisons. Alors, mais pour de nombreux retraités, cette transition ne signifie pas nécessairement la fin de la vie professionnelle, la fin des activités, et que ce soit par nécessité, par désir, par la volonté de peut-être de donner au prochain ou de faire quelque chose de différent, plusieurs décident de poursuivre ou de retourner sur le marché et de reprendre des activités professionnelles. Bien, pour en parler, nous recevons pour une deuxième fois deux invités qui sont venus dans un épisode précédent pour parler de la retraite, mais aujourd'hui, nous les recevons pour parler des retraités qui reviennent sur le marché du travail. Et j'ai nommé Madame Reine Canchan. Oui. Bienvenue, Reine. Merci. Alors, facilitatrice de programmes de transition de carrière pour les 40 ans et plus. Et Monsieur Stéphane Grenier, coach de carrière et de retraite certifié. Oui. Alors, bien, bienvenue. Ben oui, c'est le fun de vous recevoir une deuxième fois pour élaborer davantage. Oui, c'est ça, parce que la première fois, on a vu que la retraite, c'est large. On avait parlé davantage de planification de retraite, pas sur l'aspect financier, sur les autres aspects, mais là, on va aller de façon plus pointue. On parle, là, comme je disais, des gens qui retournent sur le marché du travail. Alors, donc, on veut savoir, en fait, qu'est-ce qui pousse, c'est quoi les motivations des gens à rester actifs et de vouloir retourner, justement, ou de prolonger leur vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des mythes qui entourent, justement, le retour sur le marché du travail de ces personnes-là? Quels conseils on peut donner aux gens qui y songent ou qui vivent ça présentement? Et comment la société ou les employeurs peuvent mieux recevoir, justement, et bénéficier de l'expertise qu'ils ont acquis tout au long de ces années-là. Alors, c'est quelques-unes des questions dont on va discuter. Alors, je suis certaine que ça va passer très, très rapidement. On est 4 personnes ici assez volubiles. Alors, je commencerai avec une première question. Est-ce qu'on connaît le pourcentage de retraités qui reviennent sur le marché du travail? On connaît beaucoup de chiffres. Correct? Oui. On connaît beaucoup de chiffres. Il y a certaines statistiques. On sait que les statistiques, des fois, sont longues à arriver. Là. Fait qu'il y en a des plus vieilles que d'autres. Mais ce qu'on sait, c'est que pas seulement les retraités... Il y a 13% des gens qui sont déjà à la retraite entre 50 et 70 ans qui disent qu'ils sont prêts à réintégrer le marché du travail. Eux qui sont arrêtés, là, ils ont vraiment arrêté. Oui, ils ont déjà là. pris leur retraite. Ce qu'on voit surtout, c'est des gens qui continuent dans le marché du travail bien au-delà de cet âge ou ces âges de retraite plus classiques. Que nous rêvions plus jeunes. Oui. On sait que théoriquement, globalement, c'est à 60 ans ou 65. C'est pas mal les deux âges qui sont souvent visés, en tout cas, pour les retraités. Oui. En effet. Et puis, on sait que maintenant, au Canada, il n'y a plus d'âge obligatoire. C'était 65 ans. Ça a tout à fait changé. Je pense que c'était en 2009 que ça a changé. Alors, déjà, c'est une opportunité, parce que nous, on voit ça comme des opportunités. Que tu parlais de mythes tantôt, on va parler d'agisme, on va parler de toutes sortes de choses. Mais pour nous, c'est une bonne chose de rester sur le marché du travail. Une des statistiques, c'est 13% des gens qui sont déjà arrêtés. Qui veulent revenir. Puis qui veulent revenir. Mais ceux
Les Québécois. Ça, c'est les Québécois. C'était les 13% des Québécois OK. veulent Est-ce que c'est retourner. plus élevé qu'ailleurs au Canada? Est-ce que vous avez des données? Je pense que ça doit être quand même assez... Ça s'équivaut quand même assez. Là, oui. Si tu me permets de regarder mes notes, parce qu'on parle de chiffres, je ne connais pas tous par cœur. Je les regarde, donc... Il n'y a aucun souci. On forme, soit dit en passant, une société dite distincte, alors peut-être qu'on se distingue à ce niveau-là. En fait, on sait qu'en Ontario, par exemple, les gens vont prendre leur retraite plus tard qu'au Québec. Ça, il y a des données, je n'ai pas les chiffres avec moi, là, mais j'ai vu ces données-là où on a de façon... ça fait déjà quelques années là, qu'on est un peu... c'est ça, les Ontariens vont prendre leur retraite beaucoup plus tard. Ils ne vont pas nécessairement retourner, ça, je ne sais pas. C'est ça, mais ils allongent leur période, donc plus vers 70 ans. Plus que les Québécois vont le faire. Je n'ai pas les chiffres pour les autres statistiques canadiennes, là, les autres provinces canadiennes, mais peut-être que c'est lié. Je ne suis pas sûre qu'on connaît les raisons non plus. Pourquoi Ontario plus que le peut-être Québec une question ou de d'autres culture provinces. aussi, on ne sait pas. Culture du plaisir, on est plus latin, sanguin. Est-ce que tu as retrouvé tes statistiques? Oui, ils sont là. Oui. Ce qu'on sait, c'est que 10% des gens qui approchent la retraite disent ne jamais vouloir prendre leur retraite. Oh oui! Oui, moi aussi. Oui. Madame à côté. Madame à côté. Aussi, vraiment. Je ne me vois pas prendre le... Non, c'est un concept que j'ai de la difficulté à envisager. C'est ça. On a de la difficulté moi, j'ai pas hâte à la retraite. J'ai jamais eu hâte à la retraite. Oui. Encore là aussi, il y a plusieurs raisons pour ça. Oui, dans une optique aussi où on choisit, ou en tout cas, on aime notre travail, évidemment, que physiquement, que à tous les niveaux, c'est aussi un bien-être là, au travail qu'on recherche aussi là-dedans. Ça, c'est quand même un fait important. C'est bon pour notre cerveau. On a vu ça aussi dans un balado précédent. Oui. Mais est-ce que le 13% ou le 10% auquel tu fais allusion, est-ce que c'est en augmentation? Moi, j'ai l'impression que c'est en augmentation. Oui. C'est en effet en augmentation. Autre augmentation dont on peut parler, c'est les femmes restent entre 55 et 69 ans, dans les dernières années. Il y a eu une augmentation de 30% de femmes qui restent, elles, et qui allongent. Et puis ça continue à monter. Pour les hommes, c'est juste 18%. Il y a quand même une bonne ça doit différence. être aussi un peu interrelié au fait que les femmes gagnent des moins grands salaires, qui n'ont pas de retraite tant... qui ont commencé à travailler tardivement parce qu'ils sont restés avec les enfants, donc ils ont moins de capital accumulé. Là, ça doit être ça. Ça doit avoir un petit gain. Pas planifié aussi financièrement. Aussi. Oui, c'est 1 vrai. sur 3, c'est quand même très élevé. Puis les hommes, c'est 1 sur 5. C'est quand même, il y a quand même une différence, mais c'est quand même élevé. Quand on dit qu'une personne sur 3, une femme sur 3, qui n'a pas... 33% versus 20% chez les hommes. Un peu un petit fonds de pension. C'est pas tous qui ont eu, ont eu l'opportunité d'avoir un fonds de pension au travail. Exact. Il y a beaucoup de gens... Bon, si on regarde les baby boomers, peut-être plus, mais pas tous, je veux dire, mais à l'époque, on avait plus ces plans de retraite pour les gens, et là, de moins en moins, les entreprises diminuent énormément. Ils voient que la lourdeur, puis le coût associé à ça, mais moi, je pense aussi que hommes-femmes, l'incertitude économique qu'on vit présentement, l'augmentation importante du coût de la vie qu'on a eu dans les dernières années, particulièrement depuis la pandémie. Je pense que ça doit sûrement être des facteurs qui contribuent. Puis les gens aussi aiment être plus actifs. Oui, les gens aiment beaucoup être plus actifs et puis justement pas se limiter aussi. Le cerveau, comme vous dites, physiquement. Puis aussi, c'est pas pareil que nos parents. Les gens sont plus éduqués aujourd'hui. Tu sais, les baby boomers et autres, là, les autres générations aussi, on est plus éduqués que nos parents l'étaient. C'est-à-dire qu'on est allé plus loin à l'école. Donc, on ne veut pas nécessairement laisser tout ce qu'on a appris. Il y a beaucoup de changements qui se sont opérés comme ça. L'habitude d'avoir travaillé beaucoup, parce que si tu fais référence aux baby boomers, c'est une strate de gens qui a travaillé beaucoup, qui a fait beaucoup de temps supplémentaire sans être rémunéré. On le sait, là aujourd'hui, on tolérait ça, parce que la valeur du travail n'était pas la même. Et donc, des gens qui ont travaillé beaucoup, puis arrêté de façon abrupte,
Hein? Parce que soi-disant, tu as 60 ans ou 65 ans, ça peut être plus difficile aussi quand tu as toujours été très actif. Là. Ton style de vie. Il y a beaucoup de femmes qui sont ou approchent la retraite et qui deviennent célibataires de plus en plus. Oui. Alors, pour leur style de vie aussi. Puis là, c'est pas le même genre d'argent qui rentre pour le couple, à la maisonnée, etc. Alors, c'est absolument toutes ces tendances-là, toutes ces raisons-là. C'est pour ça qu'on voit une tendance d'augmenter. Au Québec, on dit que 70 ans et plus, il y a au moins 180 000 personnes qui ont plus de 70 ans qui travaillent encore. OK. Alors, oui, il y a peut-être un an, on était à 170 000 quelques, là, tu sais, alors ça augmente, ça continue à augmenter. Puis dans les mythes, c'est quoi? Tu sais, Carole posait la question, qu'est-ce qui fait que... Est-ce qu'il y a des mythes qui empêchent ou qui empêcherait les gens de retourner au travail? Est-ce qu'il y a des freins? Oui, c'est ça, des freins. Oui, là, on peut parler de transition de carrière, qu'est-ce qui arrive. D'abord, souvent, ce qui va arriver à nos âges, ça va être une transition de carrière parce qu'on sait beaucoup ce qu'on ne veut plus. On ne veut plus travailler 65 heures semaine. La plupart d'entre nous, la plupart des gens qu'on accompagne en transition de carrière, par exemple, dans 50 ans et plus. On sait ce qu'on ne veut pas, on n'est pas tellement sûr de ce qu'on veut et c'est très difficile de le trouver. Mais toi, tu as beaucoup de mythes en tête aussi. Oui. Puis dans l'approche coaching que je fais en privé avec les clients, c'est sûr que il y a beaucoup de freins, comme tu parlais, il y a beaucoup de... Mais il y a des mythes qui viennent avec ça, tu sais, puis je vais me les lire. Vas-y. Puis je vais vous poser la question, tu sais. Les retraités prennent la place des jeunes, vrai ou faux? Bien, je dirais que non. Non, bien c'est ça, c'est faux. Parce que les retraités, souvent, ils vont revenir au travail, ça vont être à temps partiel. Ils vont aussi faire un remplacement d'une personne qui prend, je sais pas, maternité ou quoi que ce soit. Puis aussi, ils vont souvent des postes de soutien au lieu d'avoir un poste là, un peu plus élevé. Alors, non, fait que c'est faux. Mais moi, j'ajouterais peut-être quelque chose. Je pense aussi, on n'a plus les ambitions. Là. Tu sais, quand tu es jeune, pas tous, mais quand même, beaucoup ont des ambitions d'avoir des promotions, de faire autre chose, mais quand à cet âge-là, c'est plus ça que tu veux, là. Tu sais, règle générale, là. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a connue, là, des dernières années, qu'on connaît encore un peu moins, mais quand même, on avait besoin de ces gens-là aussi. Absolument. Beaucoup sont revenus sur le marché du travail parce qu'ils se sentent utiles encore. On était sollicités. Moi, j'étais enseignante, puis j'ai reçu une lettre du ministre, pour moi uniquement, du ministre, personnellement. Sollicitant, il y a 2 ans, l'année passée, pour le retour au travail, parce qu'il manque d'enseignants. Alors ça, on entend beaucoup parler dans les médias, mais c'est une réalité. Là. On a reçu une lettre à la maison. Je ne sais pas si le ministre de la Santé fait la même chose. Ah, ça. Écrire à son personnel. Peut-être qu'on pourra l'inviter à la prochaine balado. On va l'inviter. On va les inviter, c'est ça. Ça va, Reine? Oui, c'est en train de c'est pas une bonne chose. Non, mais écoute, ça va. Ça fait partie de la vie, c'est tout fait. Mais pas trop longtemps. Oui, vas-y. Les retraités ne s'adaptent pas à la nouvelle technologie. Je dirais faux. C'est faux. C'est faux. C'est difficile quand même, il faut l'avouer. Mais je pense que c'est plus un choix. C'est pas une question d'âge. Je pense que c'est plus une question de motivation. Est-ce que j'ai goût d'apprendre tout ça ou pas? Vraiment. Puis la technologie change tellement tout le temps que c'est pas pour tous qui veulent s'adapter à tout ce qui change à tous les quelques mois. T'sais. Exactement. Mais il y en a d'autres qui veulent aussi. Puis il y a plein de formations en ligne, des regroupements comme la FADA qui a plein de cours qui offrent en ligne pour les gens pour aller se ressourcer puis au niveau technologique. Là, puis ça peut se faire dans le cadre du travail aussi. Moi, je le vis aussi au travail. Il y a différentes formations parce que ça va très rapidement dans différentes technologies. Puis l'idée aussi, je pense que c'est de prendre le temps. Oui, c'est vrai qu'on peut apprendre encore, mais moi, je trouve que des fois, ça prend un peu plus de temps. Moi, je le remarque, là. Tu sais, probablement que quelqu'un qui naît avec... Ceux qui sont nés avec un cellulaire dans la main, pratiquement, c'est sûr. Mais tu sais, je le vois quand même, la différence. On a appris sur un VIC-20, là. C'est parce que moi, je l'ai vu en enseignant. J'ai arrêté il y a 2 ans. Maintenant, j'enseigne, là, mais différemment. Mais j'avais des gens de tout âge dans mes groupes. Moi, ça allait de 20 à 60 à peu près. Puis je le voyais quand même, là. Les jeunes, c'est ça, là. C'est comme ça, puis c'est normal. Mais comme tu le dis, quelqu'un qui veut, qui est motivé, est capable. C'est peut-être un mythe qu'on pense que tous les jeunes aiment la technologie. Oui. Parce que moi, je travaille avec des jeunes, certains, qui me disent « Ah non, moi, la techno...
C'est vrai, parce que ça m'a surpris, ça. Oui, moi aussi. Oui, ça m'a surpris. Parce que j'en ai eu dans mes groupes aussi. Oui. Ah oui. Puis c'est pas juste aimer la technologie. Ce qui est intéressant, c'est que les gens de 35 ans, là, on parle plus de 55, 60, 65. Les gens de 35 ans se trouvent trop vieux pour une job en technologie. Les employeurs, tu parles d'un mythe à démystifier ici, les employeurs, souvent, trouvent, ça dépend de la compagnie, évidemment, que 35-40 ans, t'es déjà trop vieux pour apprendre la nouvelle technologie qui change tellement vite. C'est quelque chose quand même. Fait qu'on parle plus juste les gens plus âgés. Oui, c'est ça. C'est vraiment tout multigénérationnel. Je sens que tu en as d'autres mythes. Oui, ça c'est Est-ce que ça te stimule? Oui, c'est ça, c'est le fun. Ça. Les retraités retournent travailler par besoin d'argent. Pas tout le monde, mais plusieurs, j'imagine. Oui, je pense que oui, il y en a plusieurs. C'est vrai et faux. C'est vrai et faux. Il y en a que oui, c'est la raison d'être. Il y en a d'autres parce qu'ils veulent continuer à se sentir, utiles, aussi de continuer à collaborer, puis de même partager leurs connaissances avec les autres générations. Puis aussi pour rester actif, tout simplement. Oui. Un autre. Oui, on est prêt, parfait. On est bon jusqu'à là? Vous êtes pas mal bonne. T'as un peu. Ici, ça on a parlé. Je n'ai fait quoi? Je n'ai fait 4. Je les ai toutes dit. Tu les as toutes dit déjà. Le mythe, Stéphane, le mythe qui dit que si j'embauche quelqu'un qui est trop expérimenté, 60 ans et plus, il va me laisser dans 2-3 ans pour prendre sa retraite. Voilà. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est un autre mythe. Mais c'est un mythe ou c'est de réalité? C'est surtout un mythe. Parce que nous, on voit beaucoup de participants qui ont justement 60 ans et plus, sont comme nous, ne sont pas nécessairement prêts à prendre leur retraite. Moi, je l'ai senti, ça. Moi, j'ai 59, puis j'ai senti le besoin dans mon organisation de le mentionner. Pas parce qu'on m'a dit de m'en aller, là, c'était pas ça, mais là, je me disais, OK, il y a des gens qui partaient à la retraite déjà dans notre organisation, puis c'est bien correct. Ça faisait déjà très longtemps, puis ils étaient au-dessus de 60 ans, ça va. Mais là, je regardais ça, puis je me disais, OK, Vicky, peut-être qu'il faudrait que tu le mentionnes. En tout cas, il n'y a personne qui me l'a demandé. Ils m'ont pas dit, est-ce que tu pars à la retraite? Mais j'ai senti, puis là, c'est peut-être moi qui avais le mythe, je ne sais pas trop, mais j'ai senti le besoin d'affirmer que moi, j'avais pas le goût de m'en aller à la retraite, là. Donc, dans l'arrière... justifier ça, là. J'ai senti le besoin de dire, écoutez, moi, les amis, vous pouvez me consider encore pour une dizaine d'années parce que j'ai pas le goût de m'en aller. Donc, ils ont dit non. Ils ont dit non, elle veut pas s'en aller. Non. J'espère qu'ils n'ont pas dit ça. Non, je pense pas. Mais parce que non, je pense pas. Mais parce que, dans le fond, aussi, c'est une réalité qu'il y a quand même beaucoup de gens dans ces âges-là qui sont sérieusement. Alors, c'est normal qu'un gestionnaire, un employeur, dans sa planification d'effectifs, il pense, OK, j'ai une Vicky qui a 59 ans, on va-tu l'avoir longtemps encore? Là, oui, ça fait du sens aussi. Là. Alors, ce qu'ils n'ont pas considéré, par contre, et qui est très vrai sur le marché d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes ne resteront pas même 2 ans dans la même compagnie. Ils bougent beaucoup, les jeunes. Puis moi, je trouve que c'est correct qu'ils bougent beaucoup parce qu'ils vont... s'ils n'aiment pas, ils sont pas assez... sont un peu moins fidèles. En emploi. Ils pensent à eux, meilleur salaire, c'est ça. Alors, ça n'a plus de sens de penser de cette façon-là. Si moi, je reste, j'ai 62 ans, je reste un autre 5 ans. Tu apportes un très bon point. T'embauches un 30 ans qui va rester 2. Et qui n'a pas toute l'expertise. Exactement. Et qu'il y a une courbe d'apprentissage. Toi, tu ne l'as plus, cette courbe-là d'apprentissage. Donc, quand même, si on fait le calcul... C'est un excellent point, ça. Puis les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, là, puis qui pensent, puis qui se disent, mais qui va me prendre? Mais c'est un point à faire valoir. Parce que c'est un fait que les jeunes, le roulement, là, très élevé. Fait que c'est sûr que les gens de notre âge, notre génération, on était plus loyal à notre employeur, à ce qu'on a fait. Une de mes premières jobs, j'ai resté 17 ans. Aujourd'hui, ça se voit de moins en moins. C'est vrai. 7 ans, bon, puis c'est... 27. C'est voilà, tu sais, fait que ça se voit de moins en moins avec les nouvelles générations, comme on dit. Fait que c'est plus vrai de dire qu'un employeur ne devrait pas engager quelqu'un qui est déjà à la retraite en disant, il va s'en aller bientôt, ça ne me donne rien, parce que ça n'a plus sa valeur d'être. Ça dépend raison du mandat aussi, puis de qu'est-ce qu'ils ont besoin, parce que ça peut faire son affaire, là, d'avoir un horizon de 3 à 5 ans. Exact. Selon le type d'emploi aussi. Exactement. Tu parlais de frein, toi, tantôt. En fait, tous ces mythes-là
deviennent les freins des personnes qui cherchent. Hein? C'est ça que j'étais en train de me dire. Parce que c'est des deux côtés qu'il faut regarder. Ben oui, parce qu'ils se disent, je suis trop vieux. Oui, si tu te le dis toi-même. J'ai peut-être pas le profil qu'ils recherchent. Mon expérience est peut-être trop vieille. C'est difficile à évaluer, ça, C'est ça qui honnêtement. fait en sorte que la personne elle a moins confiance à retourner sur le marché du travail. Et aussi, quand la personne arrive en entrevue, ça sent, l'employeur va le sentir qu'il y a comme un manque de confiance. Puis, alors, moi, quand j'accompagne mes clients dans une entrevue ou quoi que ce soit, je vais leur dire, on va travailler sur les valeurs ajoutées, leurs valeurs ajoutées. Alors, quand ils arrivent en entrevue, ils arrivent sur un autre, dans un autre état d'être. Ouais. C'est une autre posture complètement. Exact, c'est ça. Permettez-moi d'être un peu sceptique, OK, dans le sens que je suis certaine que c'est pas tous les employeurs qui ont... Je ne suis pas certaine que c'est des mythes à 100 %. Il doit y avoir une partie de vrai quand même. Il doit y avoir une partie des employeurs qui se questionnent quand arrive quelqu'un un peu plus âgé. Ah oui, dans ce sens-là, sûrement. Je veux dire, c'est pas des... C'est une réalité, ça que tu disais tantôt, là. Oui. Je pense qu'il y a moi aussi, je pense que oui, parce qu'ils vont se dire, ils connaissent pas la technologie, ça va me coûter, c'est peut-être pas profitable pour moi de les engager. C'est ça. Alors, c'est au candidat, comme le travail que tu fais, toi, avec tes clients, c'est de dire, voilà comment tu peux te faire valoir. Est-ce que c'est des idées préconçues? Détruire ces idées préconçues. C'est peut-être plus des idées préconçues que des mythes. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'on est plus là. Je pense que certains employeurs sous-estiment le potentiel que les gens retraités peuvent apporter dans un milieu de travail. Ou peut-être qu'ils focusent juste sur un élément. Ah ben oui, focus et l'âge. ils oublient le reste. C'est ça, OK, donc tu peux, je pense que c'est... Oui, idée préconçue, c'est... Et on en a parlé un petit peu, là, les principaux facteurs qui font que les gens retournent, on les a pas mal nommés. C'est quoi, surtout dans votre clientèle, c'est quoi les principaux facteurs qui font que les gens décident soit de poursuivre ou de retourner? Y a-t-il des choses qu'on n'a pas nommées? Bien, c'est ça. On a parlé financièrement, c'est certain, mais pas juste parce qu'eux ont besoin. Des fois, c'est parce que la famille a besoin que les enfants qui sont au travail déjà, qu'ils n'y arrivent pas, alors le parent retourne au travail pour pouvoir subvenir à des besoins familiaux aussi. Ça se voit aussi beaucoup. Ah, OK. Oui, il y a ces raisons-là. Aux besoins de leurs enfants qui sont rendus adultes. Qui sont rendus adultes, qui voient que, les enfants ont besoin que le parent retourne au travail pour pouvoir les supporter ou les aider, de cette façon-là aussi. La plupart des gens que nous, on voit, c'est par envie de continuer à travailler, par contre. Parce que les autres, ils décident de faire appel à vos services parce qu'ils ont une volonté d'eux. Donc, c'est ça. Donc, ils ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble des gens qui arrivent à l'âge de retraite, peut-être en partie. Non. Ils disent que la moitié des Canadiens qui travaillent au-delà de 60 ans disent qu'ils travaillent par nécessité et non par choix. OK. C'est quand même... 50 Oui. OK. OK, je suis pas si étonnée que ça, par exemple. Non, moi non plus. Du tout. Nécessité financière. Parce qu'il y a aussi, il y en a qui a des gens qui veulent maintenir un certain rythme de vie aussi. Oui. Puis, tu sais, il y a peut-être un peu aussi une retraite qui est insuffisante aussi, là, ce qui arrive. Avec les gens, ils disent, je vais prendre ma retraite, je vais avoir le temps. Finalement, c'est pas évident. Le taux de la vie augmente. On a juste à penser au logement, ça a doublé, à la nourriture et tout. Mais c'est qu'on vit plus longtemps aussi, je veux dire, les retraites. Oui, exactement, là. Avant ça... jusqu'à 90 ans, à peu près. Oui, avant ça, c'était plus rare. Donc là, ça crée de l'angoisse, un peu d'anxiété. Oui, mais là, tout d'un coup que je vis jusqu'à 90 ou 100, même on voit ça de plus en plus. Il faut quand même... C'est un peu insécurisant. Il va falloir écrire des livres comme Jeannette pour... Oui, jusqu'à ça. Jeannette est un bel exemple. Quel bel exemple. Si on parle plus à ce moment-ci, peut-être dans votre champ d'expertise, c'est vraiment axé sur comment on accompagne les gens à faire une transition de carrière. Puis c'est pas simple. Là. Tu sais, tantôt, te dire, Anne, les gens, on sait qu'est-ce qu'on veut plus, mais comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'on veut? On part de ce qu'on veut plus, puis on essaie sur un peu se réinventer. C'est de revoir comment on revoit ça avec... Peut-être vous allez répondre toutes les deux, là. Je vous laisse un et l'autre répondre à ça, mais comment vous travaillez avec les gens pour arriver à mettre le doigt là-dessus puis dire c'est là que je pourrais travailler ou m'en aller ou choisir cette carrière-là.
Nous, on travaille avec un programme, moi je vais parler, Stéphane aussi, il travaille à la Passerelle. Avec ce groupe-là, on a un programme complet qui inclut du coaching personnel. Un à un aussi, mais beaucoup d'ateliers aussi. On les prend à travers toutes les étapes on sait depuis maintes années que les gens vont passer à travers ces étapes-là. Une des premières étapes, c'est que tout d'un coup, j'ai perdu la confiance en moi, j'ai perdu l'estime de moi, parce que ça se peut que j'ai été tassée de ma job à mon âge, ça se peut que même quand les gens quittent par choix, puis tout d'un coup, ils ont essayé d'envoyer plusieurs CV, puis ils n'ont eu aucune réponse. Tout d'un coup, on se sent inutile, il n'y a personne qui va me vouloir, etc., etc. Alors, il y a tout ce côté-là de la personne, de l'humain, du cœur, puis de l'âme de la personne, qu'on essaye aussi de remonter. OK. Donc, ça, c'est un aspect important. Là, oui. Ensuite, on va travailler tout ce qui est technique, mécanique, les CV, le marketing de soi, le réseautage, qui est super important. Alors, tout ça, c'est des gros thèmes. Ensuite, on va les préparer pour les entrevues, parce qu'il faut se dire que beaucoup de ces gens-là, ça se peut que ça fasse 20 ou même 30 ans qu'ils n'ont pas écrit un CV, qu'ils n'ont pas fait une entrevue et qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout de la même façon. Là, tu as nommé quelque chose, Reine, je t'arrête dans ton élan, mais tu as parlé de marketing de soi, qu'on ne parlait pas là, quand on était plus jeune. C'était pas... alors, est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'on entend par marketing de soi? Beaucoup de gens vont nous dire je ne sais pas me vendre. Je ne suis pas bonne pour me vendre, je ne suis pas bon pour me vendre. C'est un terme que, personnellement, j'aime pas du tout. Et puis, j'arrête tout le monde à ça. On n'est pas des objets, nous ne sommes pas un service, nous ne sommes pas un produit. Donc, on ne se vend pas. Ce qu'on fait, c'est se mettre à notre meilleur jour. Alors, on se fait valoir, c'est ça. Alors, le marketing de soi, c'est si tu penses à Nike, Just Do It, toi, ce serait quoi? Tu veux te montrer comment, sur quel jour. Genre un slogan qui te représente. Un slogan qui te représente. On peut commencer avec ça. Tout simplement penser à soi et ce qu'on a à apporter à quelqu'un d'autre. Le marketing de soi, par contre, aujourd'hui, c'est aussi se faire voir sur les réseaux sociaux, aller faire des commentaires sur LinkedIn. Il y a toutes sortes de choses qui viennent avec ce marketing-là. Des gens vont faire des cartes d'affaires, même s'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire. C'est un petit peu pour passer. Et bien sûr, marketing de soi, c'est aller de l'avant et aller voir son réseau pour avoir de l'aide dans ce projet professionnel. Parce que le réseautage n'a pas changé tant que ça, à part on a la technologie aujourd'hui. C'est ça. Mais à l'époque, tu sais, on allait au dépanneur du coin, c'était M. Séguin qui était là, puis on disait, M. Séguin, j'ai besoin d'une job. Il dit, Joe, l'autre bord de la rue, il a besoin de quelqu'un. Exact. Alors, tu sais, c'était ça notre façon de faire du réseautage à l'époque. Aujourd'hui, on a des applications comme LinkedIn, il y a d'autres systèmes, même Facebook. C'est une belle façon de faire du réseautage. Mais pour une recherche d'emploi, c'est important d'utiliser notre réseau parce que c'est eux qui vont vouloir nous aider, qui vont pouvoir nous aider. Alors, moi, je dis toujours à mes clients, 80% de tes recherches doivent être faites au travers du réseautage. 20% en ligne, puis même 20%, je trouve que c'est très élevé d'appliquer en ligne pour des postes qui sont affichés qu'on ne sait pas depuis quand, puis qu'on n'a pas de réponse. La meilleure façon, c'est toujours quand on arrive en contact avec les gens pour pouvoir les rencontrer, parler. C'est comme ça qu'on va se vendre, c'est comme ça qu'on va, si on parle de se vendre, c'est ça, c'est comme ça qu'on peut, les gens vont voir on est qui comme personne. J'ai des beaux exemples là, de mes participants ou de mes clients qui sont arrivés comme ça dans un organisme, puis qui se sont trouvés un emploi sans avoir à amener un CV ou quoi que ce soit parce qu'ils se sont présentés. Alors, c'est d'être visible, c'est ça, dans le fond. Et alors, c'est vrai, le réseautage, parce que moi, les derniers emplois que j'ai eus, ça a été comme ça. Voilà. Donc, je parle de plus de 25 ans de vie professionnelle. Ça a été des références. Ça a été comme ça pour moi aussi. Ça a toujours été toute ma vie, ça a été comme ça. Moi aussi. C'est sûr que tous mes emplois ont été faits, la plupart, je te dirais. J'ai pas appliqué en ligne, là. C'était pas... c'est parce que quelqu'un connaissait ou je connaissais quelqu'un. C'est comme ça qu'on s'aide entre nous. Fait que c'est notre meilleure façon de se trouver un emploi. Puis je trouve ça intéressant, le service que vous offrez via la passerelle. Peut-être que vous pourriez parler un peu de la passerelle après, mais
Parce que c'est quand même, dans le marketing de soi, puis les outils que vous utilisez, il y a des choses qu'on n'utilisait pas avant. Alors, là, comme c'est une clientèle de 40 ans et plus, si j'ai bien compris, que tu accompagnes, toi aussi, à peu près. Donc, effectivement, ça se peut qu'il y en a qui n'ont jamais eu à faire ça, là, puis ou leur dernière référence, c'est ce qu'on faisait auparavant, qui se limitait à un CB ou faire aller, prendre le téléphone, qu'on n'utilise plus bien beaucoup aujourd'hui. Hein? On prenait le téléphone, puis on envoyait notre CV, c'était ça. Voilà. Ouais. Ouais, en fait, il y a tout le parcours aussi, avant même de faire le CV, puis c'est peut-être aussi ce que vous faites avec Passerelle, c'est de faire une espèce d'introspection, parce que souvent, si tu as travaillé dans un domaine bien particulier toute ta vie, dans le même secteur d'activité, c'est très difficile de t'imaginer dans un autre secteur. Des fois, les gens l'ont tout de suite parce que c'est une passion qui est là, puis qui attend juste le bon moment pour le faire. Mais quand c'est pas le cas, il faut donc s'imaginer qu'est-ce que mes compétences transversales, mes aptitudes pourraient me permettre de faire quoi, où, comment. Ben, c'est ça. Mais il y a 4 éléments importants dans les compétences, les intérêts, les valeurs. Premièrement, il faut déterminer c'est quoi nos besoins. Alors, les besoins, est-ce que, ça peut être autant au niveau personnel, d'équilibre de vie, quoi que ce soit, financier. Alors, il faut déterminer c'est quoi les besoins. Après ça, quand on a déterminé ça, c'est plus facile de dire quel type d'environnement va être le plus propice pour moi par rapport à mes besoins. Alors là, on peut faire des exercices. Je fais des exercices avec mes clients pour déterminer c'est quoi l'environnement le plus propice. Et ensuite, avec ça, on est capable de dire, mais quelles compétences ils vont être essentielles dans cet environnement-là? Quelles compétences que moi, j'ai développées avec le temps ou qui faisaient partie de qui j'étais, alors lesquelles que je veux mettre de l'avant? Alors, c'est quoi mon fil conducteur de tout ça pour pouvoir les mettre de l'avant? Et quand ça, c'est fait, bien, la pratique, c'est là que ça va être le plus important. Alors, c'est les 4 éléments importants. Le besoin, l'environnement, les compétences et la pratique pour arriver à bien se présenter devant... Quand tu dis la pratique, je ne suis pas sûre de bien comprendre. La pratique de, quand on arrive en entrevue, quand on arrive pratique, pour parler de soi. C'est ça, bien parler de soi. Mais ça, c'est des éléments qui sont importants avant de faire un CV, avant de faire quoi que ce soit. La phase ultime. Oui, c'est ça. Là, c'est ta carte d'affaires. Mais si tu n'as pas déterminé tout ça, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression, la personne a l'impression qu'elle tourne en rond et qu'elle arrive à rien. Fait que c'est souvent ça qu'on fait. C'est le cœur, en fait, c'est de comment je me réoriente, dans quel environnement j'aimerais travailler, qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre, j'ai des talents que j'ai peut-être pas encore utilisés ou qui pourraient être mis à contribution. Puis, pour avoir rencontré moi-même des groupes de personnes de 45 ans et plus qui étaient en recherche, en processus, je leur disais, essayez d'imaginer, puis je dis ça, puis c'est pas je sais que c'est pas si simple, là, mais j'ai essayé de commencer par imaginer un lieu, un type d'environnement dans lequel vous aimeriez travailler. Déjà, ça peut teinter, je pense. Moi, je parlais en tourisme. Le métier en tourisme, c'est tellement large comme type d'environnement. On peut avoir un mécanicien qui travaille dans la mécanique qui s'en va travailler dans une montagne. Là. Donc, non, mais on n'y pense pas parce qu'on n'a pas ce réflexe-là nécessairement de dire, mon travail de mécanicien ou de ces aptitudes-là pourrait me servir dans un lieu. J'aime faire du ski, par exemple. Je vais travailler ou j'aime être en nature. Je pourrais aller travailler parce qu'ils ont besoin de ce type de métier-là également. Il y a différents métiers qui sont attribués. Ça peut être en hôtellerie, ça pourrait être dans d'autres. Mais là, je nomme ce que je connais. D'autant plus que... Oui, c'est dans tous les domaines, oui. À nos âges, les gens qui décident de poursuivre ou de revenir, c'est parce qu'ils veulent faire quelque chose qu'ils aiment aussi. Là, parce qu'il y en a tellement qui ont eu un travail qu'ils n'aimaient pas, qui ont, en guillemets, en bon québécois, toffé toute leur vie parce qu'ils avaient pas de pension, puis ça. Là, si tu décides, tu dis, là, rendu à 50, 60 ans, mais là, je vais faire quelque chose que j'aime vraiment. Effectivement, tu l'avais nommé l'environnement, tu dis, c'est quoi? C'est quoi, là, que... Fait que dans le fond, on se fait un cadeau en faisant cette introspection-là. Mais ça pourrait être relié à une passion. On parlait tout à l'heure de la personne qu'on avait rencontrée dans un vignoble qui était conseillère. Mais moi, j'ai rencontré aussi, avant ça, un homme qui fait ça, qui a changé de carrière complètement, qui est allé travailler dans un vignoble ici au Québec, mais par la suite, qui était allé travailler en Europe.
dans des vignobles. Parce que pour lui, c'était une passion. Donc, il s'est dit, ben je vais voyager, je vais travailler dans un vignoble. Bon, alors il y a moyen de trouver des fois des pistes différentes, originales, puis qui vont relier passion, goût, puis c'est un goût, après ça, que tu peux même étudier plus tard. Tu sais, si tu l'es pas nécessairement... tu n'as pas nécessairement toutes les compétences, comme tu dis. Il y a des compétences que tu peux aller chercher en formation complémentaire. Exactement. Oui, mais c'est de l'identifier, je pense. Oui, puis aussi de ne pas le faire seul. Pas obligé de le faire seul. Là. En discutant avec quelqu'un. En discutant avec quelqu'un. Là, les idées commencent à sortir parce que quand on s'assoit pour faire un CV puis qu'on n'a pas pensé à toutes ces choses-là, on est encore dans notre univers. On est encore dans notre même univers. Ça prend quelqu'un, pour avoir fait une démarche avec toi, puis pourtant, je connais ces genres de processus-là. J'en ai déjà fait plus jeune. Puis bon, mon type de travail m'a amené même moi-même à faire des entrevues pour des gens, tout ça. Il en demeure pas moins là, que ça m'a révélé des choses. C'est que la personne, elle souligne, moi, je dis, mettons, telle chose. Ben non. Moi, quand je t'écoute, puis si je regarde, si je vois ce que tu as fait, il y a ça, que j'avais même pas vu. Je me disais, hey, à mon âge, là. Fait que, tu sais, on pense qu'on se connaît bien. C'est sûr qu'on se connaît mieux en vieillissant qu'à 20 ans, mais des fois, on a des fausses perceptions de soi-même. Donc, c'est bon d'avoir un peu l'effet miroir, d'avoir quelqu'un, justement, pour poser des questions. Puis les gens autour de nous sont bienveillants. Tout le monde veut aider. Nous, on fait des ateliers de groupe et du coaching individuel. Mais même en groupe, les gens, ils disent « Oh, mon Dieu, ça m'aide beaucoup. Je ne savais pas que les gens me voyaient comme ça. » Et ils se disent « Ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas toute seule à penser comme ça. » Ah oui, ça, c'est sûr. C'est rassurant. Beaucoup. Très rassurant. Puis c'est juste ça. C'est un petit... ça nous aide à avancer, tout simplement. Le faire en groupe également, puisque tu as accompagné des groupes, j'imagine qu'il y a comme un échange aussi entre les personnes. Ils disent, ben moi, je te vois comme ça, j'apprends à te connaître, mais je te vois dans tel truc. Donc, il y a une émulsion aussi, j'imagine, qui se fait à travers le groupe. Puis c'est un réseau instantané. Même si on est tous participants de la passerelle, par exemple, ou de n'importe quel autre groupe, et que tout le monde cherche quelque chose, mais tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est riche. Très aidant. C'est riche comme expérience. Oui, vraiment. Puis il y en a plein de services. Il n'y a pas juste la passerelle à Montréal. Il y en a ici en Estrie aussi qui sont très orientation de travail en Estrie, mais il y en a d'autres ailleurs. Oui, c'est ça. C'est les organismes d'employabilité. Est-ce qu'on appelle ça encore comme ça, des organismes d'employabilité? Exactement. Oui, exactement. Alors, tu sais, c'est un service d'accompagnement qui est subventionné par Service Québec. Alors, pour les gens qui ne savent pas trop où aller, dépendamment de quelle région sont situés, ils ont seulement à aller sur le site de service. Donc, c'est un service gratuit, là. Oui, on va le répéter, c'est un service subventionné par le gouvernement du Québec. C'est ça. Mais c'est pour des gens qui sont sans emploi. Sans emploi. C'est pas le professionnel qui est en emploi, ou pas le professionnel ou la personne qui est en emploi, puis qui questionne, puis qui veut... Celle-là, elle doit payer, je présume. Oui, cette personne-là, absolument, va aller en privé. Va aller chercher des services en privé. OK. Puis, donc, les questions que... S'il y a des gens qui nous écoutent puis disent, moi, je me questionne, puis, bon, qui ne travaillent pas, là, on a parlé d'une ressource, on a parlé de quelques ressources, mais sinon, les premières questions à se poser, c'est ça, qu'est-ce que j'aimerais faire, ou je ne sais pas quel genre d'environnement, c'est quoi mes compétences, reconnaître ça. Puis les écrire. Parce qu'on se pose beaucoup de questions, mais on finit par se poser une autre, puis une autre. D'écrire nos besoins, c'est facile. Premièrement, besoins financiers. De quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre? Minimum. Parce qu'à un moment donné, on va parler de négocier un salaire avec un employeur potentiel. Donc, c'est un exercice à faire aussi. Là. Puis de regarder aussi les emplois qui peuvent rencontrer nos besoins financiers aussi. Là. Exactement. C'est comme le genre d'horaire aussi. Peut-être, tu sais, là, je parle pour les gens peut-être un peu plus âgés, 40 ans, c'est encore très jeune, mais là, quand tu as plus de 60 ans, il y a, pour certains, une perte d'énergie. On ne veut peut-être pas travailler autant. Quel secteur d'activité pour lesquels on pourrait, nos compétences qu'on a acquises, les compétences qu'on a acquises pourraient servir, mais aussi qu'on se sentirait bien puis qu'ils ne nous demandent pas de travailler 55 heures semaine. Ça dépend de ton énergie aussi, là, quelle énergie que tu as à offrir. C'est sûr que, bon, un temps partiel, peut-être, ça serait plus mieux pour une personne qui a peut-être une perte d'énergie ou même, la santé est so-so. Ou qui veut commencer à profiter, avoir plus de temps libre aussi. C'est ça, Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses à regarder, de mettre en compte aussi dans la liste de mes besoins par rapport à ma situation. Ma situation présente. Alors, tu sais, j'ai beaucoup de mes clients, il y en a qui 60, 70
70 qui retournent en emploi. Il y en a qui retournent à temps plein. Il y en a d'autres qui ont OK, non, je peux, tu sais, c'est dépendamment de quoi ils peuvent se permettre aussi. Puis quelqu'un qui veut un peu plus de flexibilité va peut-être trouver un emploi de la maison. Alors, si ils ont tendance à avoir une fatigue plus rapide, d'aller s'étendre un petit 5 minutes sur le sofa, il n'y a personne qui le sait. Au bureau, c'est plus difficile de s'installer sur le bureau puis dormir. Ça paraît moins bien. Là, moi, je suis certaine qu'il y a plein de jeunes qui font des siestes aussi. C'est pas mal parce que c'est plus productif après. Là. Vraiment, pour l'avoir expérimenté. Aller se cacher dans quelque part, c'est ça, pour faire une sieste. Vous avez parlé du CV, préparation des entrevues. Fait que, bon, le CV, on disait que c'était probablement l'étape ultime. Il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que maintenant, les CV, c'est pas 3 pages, c'est 1 page. Donc, il faut mettre en relief les compétences. Puis c'est lesquelles, parce qu'on peut en avoir plein de compétences, mais c'est lesquelles qu'on a envie d'utiliser. Là, Et puis les entrevues, donc, tu simules, j'imagine, des entrevues. Oui, absolument. Donc, ça prépare les gens au type de questions. Que le CV, il y a des choses importantes à avoir sur un CV, premièrement, pour aller chercher l'attention du futur employeur. Alors, c'est certain que notre CV doit être adapté à ce que le besoin, ce que le besoin est. Alors que si moi, j'ai une expérience X et puis le besoin est différent, alors je dois adapter mon CV pour répondre à ce besoin-là. Alors, si c'est un exemple, on applique dans un poste de service à la clientèle, mais j'ai été dans les opérations toute ma vie. Alors, là, dans ce que je faisais, qu'est-ce qui servait le client? Alors là, je vais aller reformuler mes phrases pour l'adapter à ça. Alors ça, c'est très important. Puis d'avoir les mots-clés aussi qui doivent apparaître dans le CV. Si les mots-clés ne sont pas là, et c'est un système qui va lire ton CV, les grandes entreprises, c'est pas des gens qui lisent tous les CV, ils en reçoivent 500 là, peut-être, ils ne regarderont pas 500 CV. Alors les mots-clés, le système va aller rechercher le plus de mots-clés. Alors plus que tu as de mots-clés, tu vas rentrer dans la pile A. Si tu as moins de mots-clés, tu vas rentrer dans la pile B. Après ça va danser jusqu'à... La pile pour poubelle. La dernière pile poubelle, c'est ça. Donc les municipalités, les grands organismes, c'est souvent le milieu de la santé, tout ça, c'est tout des systèmes. Là. Oui. Alors, c'est certain que ces mots-clés-là doivent être présents dans le CV. Très important, on nous dit que beaucoup de gens des ressources humaines nous disent... Le CV est lu par une personne, éventuellement, c'est sûr. Puis encore mieux si tu as été capable de réseauter, que tu connais quelqu'un qui va parler de toi, etc. Mais le CV, lui, il est lu en diagonale. Pensez comme ça. Tout le temps. 25 secondes en diagonale pour décider pile oui ou pile non. Alors, en 25 secondes, qu'est-ce que je veux voir? Tes accomplissements, tes compétences transférables. Je veux savoir s'il y a des chiffres. Les gens aiment beaucoup les chiffres. Est-ce que tu as augmenté le taux des ventes par 20 pour ton ancien employeur? C'est ça. Alors, aller cerner ça. C'est pas juste de dire « voici ce que je faisais Si c'est une job en tant que vendeur, ils savent c'est quoi une job de vendeur. Non, mais qu'est-ce que j'ai accompli? J'ai servi le client, je fais le suivi après-vente, c'est pour ça qu'ils veulent savoir. Puis les résultats. Les réalisations, ils veulent voir des réalisations. Quantitatif, là. Puis 10 à 15 ans. C'est dur pour nous d'aller juste 10 à 15 ans. Parce qu'on a fait plein de choses dans notre vie. Et oui, pour le sélectionner. Mais quand tu parles d'un CV de 3 pages, tu dis « OK, comment je fais pour ramener ça en une ou 2 pages maximum, à moins d'être un professeur d'université, peut-être 4-5 pages. Mais à part ça, un CV, c'est une page. Pour certains domaines, surtout si on va, mettons, service à la clientèle, tu n'as pas besoin de 4 pages. C'est une page que tu as tout ce que tu as besoin. À 50 ans, tu n'as pas besoin de revenir ce que tu as fait à 17 ans, ta première c'est ça. Non, mais puis aussi, pour pas... Si moi, je regarde un CV, puis il y a 30 ou 40 ans d'expérience, là, peut-être, la clé, le petit mot-clé d'agisme qui embarquerait peut-être là-dedans. Cette personne-là, écoute, elle va rester 2 mois ou 1 an. Après ça, elle va partir. Alors, tu vois, fait que trop d'expérience, c'est pas mieux non plus. Alors, c'est mieux de mettre 10 à 15 ans, les plus pertinentes, les 10-15 dernières, puis tu mets tous les éléments qui sont essentiels pour ce que tu appliques. Les autres expériences, je leur dis à mes clients, des fois, il y en a qui veulent absolument mettre leur expérience. Je leur dis, mettez une section d'expérience antérieure,
mettez le nom de l'entreprise et votre rôle et c'est tout. Oui. Sans les dates. Enlevez les dates, juste, bon, tac, 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 si c'est si important pour toi, là, de le mettre. Mais sinon, 10 à 15 ans, c'est assez. Ça a vraiment changé. C'est assez. Donc, on met pas les dates pour éviter... Juste, tu peux, mais je veux dire, si tu veux pas te vieillir dans un sens, là, tu veux peut-être, tu sais, pour pas voir que tu es si expérimenté, là, mais de mettre vraiment 10-15 ans, c'est assez. Pourtant, mais c'est comme faire des entrevues à l'aveugle, tu vois pas, tu sais, pour que ça soit équitable, la diversité, respecter la diversité, mais là, tu vois pas... Exactement, c'est prévenir... Exactement, c'est une façon de faire, effectivement. On a parlé, je reviens un petit peu sur quelque chose, je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre à ça, mais je sais que ça diffère, mais c'est quoi les besoins qui sont les plus exprimés? Au-delà du fait de je veux continuer à m'actualiser, je veux rester actif ou je dois travailler, y a-t-il quelque chose dans les personnes que tu fais accompagner ou en groupe qui ressort, que les gens recherchent? Qu'est-ce qui est important pour ces gens-là? Bonne question. Moi, je te dirais, beaucoup dépendamment de quel rôle ont joué ces personnes-là, de redonner. De redonner au prochain, à la nouvelle génération, de passer leur savoir-faire, mentorer dans le un savoir-faire, fait beaucoup de mentorat. J'ai beaucoup de mes clients qui étaient peut-être dans la haute direction, que ça les intéresse plus, ces rôles-là, fait qu'ils veulent plus un rôle dans un contrat de mentorat ou des choses comme ça, pour pouvoir accompagner, puis d'avoir quand même un peu cette distance-là, si t'es VP, il y a des responsabilités qui viennent, tandis que si tu arrives en mentorat ou quoi que ce soit, il y a comme moins de prise de décision. Il y a moins de... C'est ça, le stress est un peu moins élevé aussi. Parce que ça, c'est une des choses que les gens disent. Moi, je n'en veux plus de stress, là. Rendu à mon âge. Fait que ça, c'est mes besoins. Pas de stress. Pas de stress. Puis ça dépend de tout le monde, mais moi, j'ai envie de te dire un autre besoin que je trouve est très présent ces temps-ci, c'est le besoin de ne pas être ignoré. C'est comme, attends une minute, là. Moi, j'ai donné 50 ans de ma vie, 40 ans de ma vie. Tu ne me tasseras pas de côté. Je veux retourner travailler. Je peux encore contribuer. J'ai plein de choses que je n'ai pas encore fait. Parce que je pense qu'il y a quand même des personnes, peut-être un bon groupe aussi, quand on vieillit, on a l'impression, peut-être les femmes aussi, peut-être un peu plus davantage, je m'appuie sur des observations, des discussions, donc pas sur des statistiques. Mais j'ai eu une discussion avec des amis dernièrement, puis on se disait, coudonc, on est ignoré. C'est comme si on n'existe pas. C'est comme si on n'est pas important. C'est ça. Je suis transparente. Oui, c'est ça. Invisible. Invisible. Il n'y a rien de pire dans la vie, là. Mais là, je veux revenir. La première question que je vous ai posée, j'ai dit, c'est quoi le pourcentage de gens qui reviennent, tout ça, mais est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a des statistiques ou, selon vos observations, est-ce qu'il y a des domaines d'activité qui accueillent davantage les gens qui reviennent, qui étaient à la retraite, qui reviennent sur le marché, ou les gens un peu plus âgés, entre guillemets, et qui veulent poursuivre? Y a-t-il des domaines où c'est plus facile de revenir? Je te dirais que moi non plus, ce que je vais te dire, ta réponse, c'est pas basé sur des statistiques, parce que j'ai pas trouvé grand-chose comme statistiques, mais aussi sur observation et expérience. Le service à la clientèle, on disait, c'est quand même ouvert, pas mal ouvert. On le voit dans les grandes surfaces, les commerces de détail. Le milieu de la santé, ça peut rester ouvert aussi, dans toutes sortes de capacités, parce qu'il y a beaucoup de besoins dans ces domaines-là. Fait que c'est ça que je suis pas sûre. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de besoins dans ces domaines-là? Ou est-ce qu'ils sont plus friendly, si tu veux, pour les gens plus expérimentés? Je ne suis pas trop sûre. OK. Puis, à contrario, est-ce qu'il y a des secteurs que vous avez observés, vous avez remarqué qu'il y avait plus de fermetures, que c'était plus difficile à pénétrer? La technologie. Technologie, oui, c'est très dur. Puis maintenant, de plus en plus, l'information de la technologie, etc., même les ingénieurs, après arriver à un certain âge, c'est comme, non, on n'a plus besoin de toi. OK. Puis comme tu disais tantôt, c'est un certain âge, c'est pas 60 ans, là, c'est 40. 35, 40 ans. 45, on se trouve déjà trop vieux. C'est sûr qu'il doit y avoir des secteurs de pointe qui sont plus
difficile en technologie. C'est comme le domaine des médias, hein? On a vu des communications aussi. C'est vraiment la jeunesse, hein, souvent, qui prime. Puis les milieux souvent créatifs où on pense qu'il faut être... c'est quand seulement tu es jeune que tu peux être créatif, alors que c'est pas le cas, là. Ouais. Non, on peut dire ça. Au contraire. On a beaucoup de participants qui sont dans le milieu culturel. Je trouve qu'il est très difficile à percer, le milieu culturel. Oui? OK. Ouais. Mais il est difficile même quand tu es jeune aussi. Là, parce qu'il y a beaucoup d'applis, mais peu d'élus. Alors, donc, quand tu vieillis, c'est encore pire. Là, je veux dire, c'est vraiment qui tu connais quasiment. Oui. C'est difficile pour les jeunes. On veut voir des jeunes visages. C'est ça. Tu te démarques assez... Oui. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Là. Puis, pour te faire voir d'une façon, là, quand tu parlais de visibilité. Là, Faut travailler fort. Oui, très fort. Ça va vite, hein? Ça va vite. Oui. Mais vite, là, à part la passerelle, on a nommé, il y en a des organismes similaires, il y en a à travers le Québec. Oui, mais c'est ça. C'est des organismes en employabilité. En employabilité, les gens ont juste à chercher ça sur Internet, puis ils vont trouver. Ou d'appeler ton représentant de ton secteur de Service Québec. Eux vont te dire tel organisme, ils vont même te référer à ces organismes-là, comme la passerelle, sont subventionnés par Service Québec et souvent, ils vont référer des gens là, au programme qui est subventionné. Et on vous accueille à bras ouverts. Avec bienveillance. Oui, absolument. Puis moi, j'aime beaucoup le site de québec.ca. C'est super simple à souvenir. Tout le monde va se souvenir de ça. Et il y a tout maintenant rassemblé dans québec.ca. Les organismes de l'aide. Il y a même une page qui dit « Je suis retraitée et je veux retourner sur le marché du travail. Qu'est-ce que je dois faire? » Ah oui, c'est vrai. Oui, tout pour faciliter les choses. Bon, ben c'est bien. On est déjà rendu à la fin. Ben oui, c'est ça. Ça passe vite en bonne compagnie. On a toutes des choses qu'il faut dire là, avant qu'on finisse. C'est quoi, à quoi tu penses, là? Oui, il faut revenir. Jamais 203. C'est ce qu'on dit, Peut-être juste une petite parenthèse avant de finir. Bien sûr. Reine et moi, et puis Cynthia de Kin Impact, on fait une retraite du 5 au 8 octobre qui va avoir lieu au Spa Eastman. C'est une retraite de 3 nuits. Et puis, on va accompagner les gens dans toutes ces transitions-là. Ah oui? Dans les transitions. Sous forme de retraite, c'est intéressant. Une retraite dans... Comment je pourrais dire? Une retraite dans une retraite. Dans une retraite, oui. Puis là, dans un beau spa. Dans un beau spa. Renommé à travers le monde. Oui, ça, c'est à l'automne 2025. À l'automne, au mois d'octobre. 5 au 8, octobre. On invite tout le monde à venir nous rejoindre. Ça va être vraiment le fun. Donc, c'est un groupe de combien de personnes que vous attendez? Tout dépendamment, 20? Le plus, le mieux. Le plus, le mieux. C'est grand, plus de monde, plus de fun. Mais c'est vraiment un lieu extraordinaire pour faire ce type. Oui, absolument. Pour faire ce type. On a même reçu Jocelyna. Jocelyna Dubuc. C'est 4, oui, c'est vrai, qui est venue nous rencontrer pour parler un peu plus de sa carrière aussi, de son cheminement, qui, elle aussi, continue à travailler à son spa à 78 ans. Oui, c'est ça. 76 ou 78? Non, 76, je pense. Est-ce que c'est elle qui est la fondatrice? Oui, tout à fait. Elle est fondatrice. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle a toujours le goût de s'accomplir, etc. Mais là, il faut que j'arrive. Mais là, merci d'avoir été là avec nous. C'est encore super intéressant, vraiment. Et puis, bien évidemment, c'est avec les radieuses, hein, vous savez qu'on collabore avec nos fameuses radieuses depuis nos tout débuts. Puis aujourd'hui, on voulait vous parler, les radieuses ont évolué aussi, ont fait une section, on va appeler ça comme ça, VIP. Alors, pour les abonnés, en fait, on peut s'abonner gratuitement. On peut toujours le faire, évidemment, sur le webzine. Mais là, il y aura une section VIP. Donc, il y a des frais, des petits frais par mois, mais qui permettent vraiment d'avoir toutes sortes de privilèges. 4,95 $ par mois. Donc, exactement, c'est 4,95 $. Et puis, ça donne accès, évidemment, au webzine, mais sans publicité. Donc, ça, c'était un élément que les Katia, Karine et leur équipe avaient vu, effectivement. Il y a des gens qui aiment moins ça. Donc, ça permet effectivement d'avoir accès à ce magazine-là. Une lecture plus fluide. Oui, une lecture plus fluide, que ce soit sur le téléphone, sur la plateforme. Les concours expressément pour les membres VIP. Puis aussi, ils font beaucoup de...
Des appels pour, par exemple, les modèles. Oui, c'est ça. Ils font des shootings. Des photos là, avec des thèmes, là, puis ils prennent des femmes de 50 ans et plus, puisque c'est leur clientèle. Alors, donc, ça permet de faire des appels comme ça, tout ça auprès des Alors, on voulait le souligner parce qu'on est avec elle depuis les tout débuts. Alors, ça commence en mai. Alors, ceux qui vont écouter, parce que les balados, c'est intemporel, mais ça a débuté en mai 2025. On est en mai 2025 présentement. Alors, voilà. Ben oui. Donc, c'est pas juste moi et Carole, les radieuses. C'est surtout toute cette belle équipe des radieuses. Souvent, les gens nous disent, c'est vous les radieuses. Ben, on aime ça, là, mais c'est ça. C'est une belle équipe. C'est une belle équipe, absolument. Tout à fait. Vous les connaissez toutes les deux. Donc, on espère que ça a plu, ce balado, à vous tous, à la télévision, ceux qui nous écoutez, à la radio, bien sûr, ou dans nos plateformes audio. C'est ce que je voulais dire, oui. Merci. On n'est pas à la radio encore. Non, on n'est pas encore à la radio. Éventuellement, peut-être. Voilà. Donc, on a toujours notre adresse courriel à laquelle vous pouvez nous écrire. info@commercialdesfemmescommeVous.ca. Bien sûr qu'on vous invite à visiter notre page Facebook des Femmes comme vous et à aimer cette page-là, bien sûr. Donc, merci à notre technicien Martin Dubé, à la Radieuse Magazine également, ainsi qu'à l'équipe de Nous TV pour la précieuse collaboration, toujours avec le sourire, pour la réalisation et la diffusion de ce balado surtout. Et merci à vous d'être là, de nous écouter dans toutes vos activités à travers le repos ou d'autres choses que vous faites à travers vos occupations. Voilà. Alors, merci. Merci à tous et on vous dit quoi? À la prochaine.